Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Stéphane, bon début de semaine. Bonjour Mario. Il y a de l'expression qu'on appelle tracer une ligne dans le sable, c'est-à-dire des espèces de limites dans les guerres, dans les relations entre pays à ne pas dépasser. Et dans l'Ukraine, en aidant l'Ukraine, l'Occident avait toujours dit, OK, on trace une ligne dans le sable, vous pouvez vous défendre, on vous donne des missiles, on vous donne des armes pour vous défendre, mais vous ne pouvez pas utiliser vos missiles pour aller attaquer sur le territoire russe. Est-ce qu'on a, en fin de semaine, franchi cette ligne? C'est possible. Chose certaine, M. Biden a autorisé quelque chose qu'il se refusait à faire et très publiquement depuis plusieurs semaines, depuis qu'était venu le voir à Washington le premier ministre anglais, Starmer, qui demandait justement à ce qu'on puisse donner aux Ukrainiens le droit d'utiliser une technologie américaine, les missiles ATACMS, et de les utiliser pour frapper plus profondément un territoire russe. Cette histoire des lignes rouges, en fait, elle se pose depuis très longtemps parce que si on se place du point de vue du Kremlin à plusieurs occasions, on peut remonter jusqu'avant l'année 2010, à un sommet de l'OTAN à Bucarest, où M. Poutine avait très catégoriquement dit: faites très attention parce que dans votre volonté de nous encercler, même si c'est jamais présenté comme ça, il y a un moment donné où vous dépasserez les limites de notre confort, je mets de très gros guillemets, et l'Ukraine a toujours été perçue par les Russes, et ça a été beaucoup exprimé, comme une ligne à ne pas franchir. D'ailleurs, le patron de la CIA aujourd'hui, M. Burns, qui était l'ancien ambassadeur américain à Moscou, avait publié, enfin, jamais publié. Ça a été publié, je pense, grâce à Wikileaks, mais avait envoyé un câble à l'époque où il était à Moscou comme ambassadeur à Washington pour dire essentiellement, il faut savoir écouter à l'occasion les Russes et respecter ces lignes rouges. C'est devenu dans l'histoire populaire le télégramme du Niet means no. Niet veut dire non, et on doit l'écouter. Alors donc, est-ce que c'était la bonne ligne rouge que lui, à l'époque, avait démarquée pour l'administration, les administrations? Est-ce qu'il y avait des pas à ne pas franchir avec l'intégration d'un pays au sein de l'OTAN? L'histoire nous dit en tout cas qu'à un moment donné où les Russes ont apparemment perdu patience, ils ont décidé en février 2022 d'envahir l'Ukraine avec les conséquences qu'on connaît. Et dans ce conflit, c'est vrai qu'il y a eu à plusieurs occasions des lignes rouges qui ont été tracées, par exemple sur l'idée que de la technologie américaine ou empruntée aux pays de l'OTAN ne devait pas être utilisée pour attaquer les Russes, pour ne pas mettre en opposition les forces de l'OTAN et la Russie sur son territoire. La ligne a bougé un peu à la fin de l'été quand on a permis aux Ukrainiens d'attaquer de l'autre côté de la frontière, là où se réfugiaient les forces russes, restant de l'autre côté, du côté russe de la frontière, mais pour faire des provisions, pour se regrouper et attaquer toutes sortes de villes et communautés qui sont en Ukraine, mais pas très loin de leurs frontières. Donc, il y avait une espèce de sanctuarisation des forces russes et on a dit, c'est pas équitable, les Ukrainiens devraient avoir le droit de le faire. Ils pouvaient le faire avec des drones qu'ils bricolaient, mais ils ne pouvaient pas le faire avec des armements qui étaient directement empruntés ou vendus par les forces de l'OTAN. Et la question la plus récente, je me permets ce contexte-là parce que ça compte, c'était d'un côté Paris et Londres qui disaient il faut qu'on donne aux Ukrainiens le droit de pouvoir attaquer plus profondément en Russie. Là, on parle d'un rayon d'action de 350 kilomètres plus ou moins, donc qui dépasserait la frontière. Pour frapper quoi, par exemple, des bases militaires d'où les Russes préparent leurs attaques vers l'Ukraine? Bases aériennes particulièrement. Ce qu'on sait par ailleurs déjà, c'est que les Russes ont anticipé ça il y a longtemps et ces cibles qui pourraient être désignées ont été pour l'essentiel évacuées et les Russes se sont repliés plus loin. Mais ça permettrait par exemple dans la zone de Koursk, qui est en territoire russe et où il y a des opérations militaires parce qu'on le sait les Ukrainiens sont rendus là, ça permettrait de venir appuyer avec des missiles qui sont rudement efficaces. Mais on l'a vu aussi à chacune des étapes où on a donné davantage de moyens aux Ukrainiens pour être dans leurs opérations militaires plus létaux.
les Russes ont vite adapté. Au départ, ce qu'on était prêt à envoyer, c'était de l'aide économique, des sacs de couchage, comme le disait le président Macron. Puis tranquillement, on a envoyé des armes légères, ensuite des bazookas, des canons, des tanks plus développés, des F-16, qui étaient une frontière que ne voulaient pas franchir les Américains. Des avions là, on est rendu à des missiles, puis des missiles qui pourraient être utilisés sur le territoire russe. Ouais, je comprends que la ligne et à répétition, les Russes disent... Parce que là, si vous utilisez des missiles ATACMS, c'est comme ça qu'on doit le prononcer, et qu'on se fie à ce que nous savons, il y aura nécessairement une collaboration active des forces de l'OTAN pour que les Ukrainiens puissent utiliser la technologie. Parce que théoriquement, dans cette affaire-là, il n'y a pas de soldats de l'Occident qui sont sur le territoire ukrainien. On leur donne le matériel, puis l'Ukraine se débrouille. Ils s'arrangent avec ça. Exactement. Puis je te disais donc qu'il y avait un axe, Londres et Paris, qui était plutôt favorable à ça. M. Macron l'a vu cette année, roule souvent les mécaniques, disait s'il le faut, il y aura des soldats au sol. Ça avait fait un peu, disons, frémir les Russes qui avaient dit attention, checkez-vous les amis, parce que si vous êtes en train de nous annoncer que c'est une déclaration de guerre frontale, il n'y aura pas de quartier de notre côté. Donc, hier, M. Biden dit finalement, vous pouvez y aller. Alors qu'il a résisté depuis des semaines, des mois, et le Pentagone a catégoriquement dit stratégiquement que vous utilisiez 10, 15, 20 de ces missiles, ça n'a pas d'impact. Ça ne va pas changer le cours de la guerre parce qu'il faut voir que les Américains, ils n'ont pas tant de stock à livrer. En fait, c'est un des enjeux de ce conflit. On se rend compte que les munitions, elles sont rares et coûteuses du côté occidental. Ouais, c'est pas des milliers et des milliers de missiles, là. Pantoute. Mais ce que disent les gens au Pentagone et dans les services de renseignement, ou ce qu'ils disaient, parce que le discours a changé, c'était on ne changera pas le cours de la guerre en donnant aux Ukrainiens le droit d'utiliser ces armes, mais parce qu'on nous a répété ad nauseam du côté de Moscou que c'était peut-être une ligne de front qui allait changer, que c'était une ligne rouge à ne pas franchir, est-ce qu'on veut prendre le risque d'une détérioration du conflit? Alors, les gens vont dire, est-ce que ça annonce une guerre atomique? Pas nécessairement. Mais est-ce que Moscou pourrait être tenté d'attaquer, de déstabiliser, de fissurer des fronts qui sont pas nécessairement en Ukraine, des cibles molles d'Américains ou d'alliés américains, de pays de l'OTAN. Est-ce que c'est une guerre larvée qui pourrait commencer? Puis je te rappelle, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé chez nous au Québec, mais il y a eu le soupçon il y a quelques semaines que des avions de transport de marchandises, de courriers, avaient peut-être à leur bord eu des colis piégés incendiaires qui auraient été mis en place par les services spéciaux russes, comme une espèce d'avertissement. Faites attention, vos avions de FedEx ou d'autres grands responsables de la livraison de colis pourraient, à l'atterrissage ou en vol, s'enflammer parce qu'il y aurait des colis suspects à bord. C'est une forme de guerre, on parle presque d'actes terroristes, mais donc, est-ce que c'est dans ça qu'on s'embarque? Ce qui est intéressant, évidemment, dans les circonstances, puis j'arrête là-dessus, c'est le timing. M. Zelensky, qui samedi parlait de solution diplomatique en 2025, pressé parce que M. Trump a dit qu'il y aurait quelque chose qui allait se passer, pas nécessairement un deal de paix d'ailleurs, hein? L'arrêt des combats. Mais je me demandais, est-ce que c'est légitime dans ton esprit? Moi, je me suis posé la question en fin de semaine, parce que, bon, tu viens de décrire le contexte. Zelensky dit peut-être un règlement en 2025. Trump, on sait, veut mettre fin à cette guerre-là. Biden, il est encore président. Là. Je le comprends bien qu'il a les pleins pouvoirs jusqu'au 19 janvier au soir. Ça, je le comprends bien. Mais il reste que, quand tu viens de perdre les élections, on a l'impression que tu es plus dans une... C'est ma compréhension de la démocratie, là. Dans une période de transition où tu gères l'État. Évidemment, s'il arrivait un tremblement de terre, une catastrophe, il sera en position d'autorité pour réagir. Mais est-ce que tu es à l'étape où tu changes ta politique étrangère? Est-ce que le président dont le parti est battu, qui est en préparation pour quitter la Maison-Blanche, est-ce que c'est légitime? Je me suis posé la question, moi. Alors, la question de la légitimité, elle est bonne. Ce l'est certainement du point de vue de l'administration Biden, parce que c'est un 180 degrés qu'ils font sans aucun complexe. Et c'est peut-être justement lié à ce calendrier informel qui est mis en place où M. Trump n'est pas encore président, mais il fait pression et on voit que les lignes, je parle pas juste des lignes rouges, bougent rapidement. M. Zelensky, en septembre, quand il est venu aux États-Unis, il disait qu'il y avait un plan de la victoire en 5 étapes faciles.
Je charrie un peu, mais c'était ça. Et là, 2 mois plus tard, il faudrait peut-être trouver une solution diplomatique. Il y a un horizon où il va falloir négocier, tout en disant, évidemment, il n'est pas question qu'on concède 1 centimètre de terrain. La vérité, c'est qu'il ne peut pas dire publiquement qu'il est prêt à consentir de livrer une partie de l'Ukraine aux Russes, mais si on s'assoit, s'il y a une ligne de démarcation qui sépare les adversaires qui est établie, il y a fort à parier que les Russes ne voudront pas reculer beaucoup et que les Ukrainiens vont sans doute rouspéter, et je le comprends, mais n'auront pas tellement le choix si les États-Unis pèsent de leur poids sur cette affaire-là. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? M. Biden l'a dit, on va accélérer la livraison de toute l'aide qui a été promise, on parle d'argent, d'équipements militaires, jusqu'à la dernière minute, le 19 janvier 2021, pour permettre à l'Ukraine d'avoir les moyens de se défendre le plus longtemps possible, le plus efficacement possible, alors que sur toutes les lignes de front, ça va mal. Alors, ça se gagne au centimètre, c'est grignoté, mais c'est grignoté systématiquement par les Russes. Et chaque centimètre gagné, si on arrête sur la ligne de front, pourrait devenir un centimètre russe. Donc, qu'est-ce que fait l'administration Biden? C'est-à-dire, on va donner tous les moyens pour faire en sorte que l'Ukraine soit capable de se défendre, de reprendre l'initiative, de ne pas être exclu de la zone de Koursk, parce que ça pourrait être aussi une forme de monnaie d'échange. On vous redonne Koursk, ce qu'on a gagné là-bas, mais vous nous redonnez une partie des territoires. Ce qui est évident, c'est que la Crimée, quand je dis c'est évident, j'ai pas une boule de cristal, mais la Crimée, que les Américains ont laissé aller en 2014, ne reviendra pas dans le giron de l'Ukraine s'il y a des négociations. Puis on peut penser qu'il y a une partie importante du territoire, dans les oblasts de l'Est, dans les provinces de l'Est, qui vont aussi être concédées, même si c'est impossible pour M. Zelensky d'articuler ça politiquement. Mais ce qu'on voit, c'est un président Biden, une administration qui était attachée à la hanche à ce gouvernement à Kiev et qui, dans les derniers milles, tu parlais de la question de la légitimité, utilisent le fait qu'ils sont encore au pouvoir, donc légitimes pour aller au bout de leur politique et permettre peut-être une négociation plus équitable entre les Russes et les Ukrainiens si elle est forcée par Donald Trump. Et c'est ce qu'on comprend, c'est qu'avant le 20 janvier, il emmène déjà large. Ça nous dit que les plaques tectoniques bougent avec l'arrivée de M. Trump. Il n'y a aucun doute là-dessus. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Salut.